Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Le chemin vers soi-même, ce podcast qui vous accompagne à voyager au cœur de vous-même, au travers de clés, de mantras, d'expérimentations, mais aussi de compréhensions qui sont les miennes. Je vous donnerai quelques clés pour pouvoir avancer en toute autonomie vers votre épanouissement, de manière à vivre une vie plus consciente et plus alignée à vous-même. Je suis Marie-Catherine, ostéopathe et thérapeute émotionnelle et je suis ravie de pouvoir vous proposer ce contenu podcast. Belle écoute à tous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 7e épisode du podcast qui aujourd'hui va parler du sujet du deuil. Je vous expliquerai ce que j'entends derrière ce terme-là, comment l'aborder avec toutes ces différentes facettes, dans quel domaine également de nos vies on va pouvoir parler de deuil, et aussi quelques clés pour pouvoir y faire face et vous accompagner à traverser les différents deuils de votre vie. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui donc pour l'enregistrement et le développement du sujet du deuil. Alors j'étais pas, pour être honnête avec vous, j'étais pas partie sur ce sujet-là. J'étais partie sur les polarités yin et yang et puis finalement celui du deuil s'est présenté à moi ces derniers jours parce qu'il revenait beaucoup et je me suis dit qu'il y avait très certainement quelque chose à développer par rapport à ça. Voilà, donc en espérant que ça soit un sujet aussi peut-être lourd qu'il puisse être, qui pourra du coup vous apporter un peu plus de légèreté par rapport à ça. Voilà, donc j'avais envie aujourd'hui de le décomposer en 3 différentes parties, puisqu'en fin de compte, on parle en général, quand on parle de deuil, ça nous renvoie plutôt à la perte d'un être cher, à un décès. Mais finalement, des deuils, on en vit relativement souvent dans nos vies. Et bien heureusement, on ne perd pas des gens de notre entourage fréquemment. Encore heureux. Donc la première partie de l'épisode, je vous développerai justement le deuil dans le cas justement de décès, de personnes qu'on connaît, de notre entourage, de la famille aussi. En seconde partie, on abordera le sujet des relations, parce que quand une relation se termine, même si la personne est toujours vivante, ça représente à mon sens aussi un deuil, et parfois pas des moindres. Et pour la troisième partie, ça sera un deuil, donc le deuil qui nous concerne nous, c'est-à-dire une certaine version de nous. C'est ce que j'ai appelé dans le titre de l'épisode aussi, je l'ai appelé deuil et mort symbolique. C'est ce que moi j'appelle les morts symboliques. C'est-à-dire que de par notre chemin d'évolution, on est perpétuellement en fait en train de dire au revoir à des versions de nous qu'on a été, qui ont vécu des belles choses ou des choses pas forcément chouettes non plus. Et donc tout ça, c'est des espèces de périodes de transition qui nécessitent, pour pouvoir aller vers du neuf, de fermer avec quelque chose qui est terminé ou qui est fini, une période de notre vie qui est finie. Je pense notamment aux grands changements dans la vie, comme par exemple pour les personnes qui sont mamans, quand les enfants partent de la maison. Ça peut être le passage à la retraite aussi, mais plus jeune, ça peut aussi être quitter le lycée, quitter le collège. Pour certains, ça va être plus dur que pour d'autres. La transition de la vie d'étudiante à la vie active. Voilà, tout ça, en fait, sont des étapes de nos vies qui pour moi s'accompagnent de mort symbolique, c'est-à-dire je ne suis plus étudiant, je ne suis plus enfant, maintenant je dois passer adulte, et donc ça veut dire être ok avec le fait que je ne serai plus cette personne-là, et pourquoi j'ai du mal à lâcher par rapport à ça, enfin voilà. Donc ça fait peut-être un programme assez dense. On verra si éventuellement je vois que je survole, parce que sinon ça ferait un épisode trop long. Peut-être que je ferai un second épisode sur les morts symboliques, on verra, en fonction de ce qui me vient, parce que comme ceux qui me suivent depuis le début savent que je ne prévois pas à l'avance ce que je vais dire, même si j'ai mes petites trames. Parfois il y a des choses qui me viennent en plus, et voilà, on verra.
Donc, pour faire une petite introduction, on va dire, un peu spirituelle à ce sujet du deuil et de la mort, parce que finalement, quand on dit deuil, ça veut dire que c'est la mort de quelque chose, c'est la fin, soit de quelqu'un, soit d'une relation, quelque chose en tout cas qui était important pour nous et qui nécessite de rentrer dans un processus d'acceptation et ensuite de réorganisation de nous-mêmes, de notre vie, pour écrire un nouveau chapitre, et ça veut dire la fin d'un autre. En spiritualité, sur le plan de l'âme, en fait, la mort, si on se fie simplement à la définition, on va dire, du corps physique, c'est-à-dire la mort du corps physique, pour l'âme, la mort n'existe pas, enfin la fin n'existe pas, c'est-à-dire que ce sont des cycles infinis où, au niveau de l'âme, le début est égal à la fin, c'est-à-dire que la mort ouvre forcément sur quelque chose de neuf derrière. C'est notre croyance aussi, alors très occidentale surtout, puisque en Occident, la mort peut être un sujet vraiment tabou, puisque de suite chez nous c'est associé à quelque chose, alors je parle d'une manière générale, hein, bien évidemment ça vibrera pas pour tout le monde de la même façon, mais la mort d'une manière générale c'est quand même associé à quelque chose de très lourd, de très triste. Je crois que ce qui nous vient dans un premier temps, c'est pas forcément l'opportunité d'aller vers du neuf ou vers quelque chose de joyeux. Il y a qu'à voir la manière dont on célèbre les décès, en France notamment, ou en Europe. Les gens sont habillés en noir, enfin vous voyez, on est dans quelque chose de très protocolaire et de très plutôt triste, soyons honnêtes. Et donc, par contre, si on regarde dans les pays un peu plus orientaux, dans des cultures même peut-être africaines, asiatiques, enfin tout ça, égyptiennes aussi, la mort, ce n'est que le début de quelque chose d'autre, et très souvent les gens font la fête pour célébrer la fin de vie de quelqu'un qui leur est cher. Ce qui pour nous paraîtrait peut-être en France assez peut-être mal placé pour certains. Donc c'était aussi pour nuancer ce qui va être énoncé dans le deuil ou dans la mort en Occident ne va pas être la même chose en Orient. Et selon la manière dont on nous a amené à côtoyer la mort et la manière dont on l'a vu, on va pas le gérer tous de la même façon. Donc, ça, je crois que c'est important de le rappeler. Donc l'idée, c'est de reconnecter finalement. Alors moi, ce qui vibre pour moi, je le rappelle, ce que je vous dis là, ce n'est que ma vérité à moi, ce n'est absolument pas une vérité universelle, c'est mes pensées à l'instant T aujourd'hui où j'enregistre ce podcast, hein, qui seront peut-être amenées à évoluer par la suite, hein, et c'est du coup aussi au travers de mes filtres, c'est-à-dire de mes croyances, de mes expériences. Donc ce que je vous partage, ce n'est qu'un point de vue. Ne prenez pas ce que je vous dis, si ça vibre pas pour vous, ne le prenez pas. Mais l'idée, le travail que j'ai commencé à faire moi depuis quelques temps, c'est essayer de me familiariser avec cette idée à sortir en fait de ce carcan de la mort, c'est la fin. Parce que souvent ce qui fait peur aussi, c'est le fait d'aller vers du nouveau et de l'inconnu. Et ça, le mental, il aime pas trop ça. Surtout quand on est très dans le contrôle ou surtout dans le contrôle d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était un premier point important en intro. Donc pour la première partie, en ce qui concerne le deuil suite à un décès, à la mort de quelqu'un qui nous est cher, c'est important de se rappeler que un décès, c'est pas seulement l'absence de quelqu'un. C'est une partie effectivement du deuil, mais il y a tellement d'autres choses qui gravitent autour de ça. C'est-à-dire que quand vous perdez quelqu'un de votre entourage, alors quand ce sont les parents, on va faire d'ailleurs un point sur les parents, quand ce sont vos parents, étant donné que dans la construction vitale d'un enfant, et même après quand on grandit, nos parents représentent de vrais piliers, c'est nos références. Et quand on perd un de nos parents, c'est ça qui s'en va avec. C'est tout ce que cette personne va représenter pour nous, le rôle qu'elle avait pour nous. Les projections qu'on avait fait aussi avec cette personne, quelqu'un qui perd sa maman très jeune par exemple, c'est le fait de devoir aussi faire une croix sur le fait que quand je vais me marier par exemple, ça sera elle qui prendra soin de moi, qui sera là pour me maquiller, pour me chouchouter, pour me rassurer. Donc en fait c'est tout la manière dont on s'était projeté dans le futur avec cette personne qu'on perd aujourd'hui, c'est aussi tout ça qu'il faut aller voir, c'est-à-dire
quelles étaient les choses que je rêvais de faire avec elle et qui aujourd'hui, en fait, concrètement, c'est absolument plus possible. Et c'est accepter que du coup, tout ça n'arrivera pas. Puisque de par l'absence physique, forcément, c'est impossible. Ça vient soulever aussi souvent les décès, ça vient soulever aussi parfois des sujets familiaux ou des choses qui étaient un peu en latence, qui étaient un peu sous-jacentes. En général, les décès, ça fait tout exploser. Les problèmes de famille, les non-dits, parfois la jalousie quand il y a du matériel, des choses comme ça. Donc, il y a aussi tous ces effets collatéraux par rapport à l'entourage. Et finalement, on se retrouve à devoir faire le deuil de quelqu'un qui nous était très probablement très cher. Et en plus de ça, si ça vient soulever des problèmes dans la famille, ça veut dire aussi que je dois me préparer à faire le deuil peut-être de la relation que j'ai avec mon frère, que je croyais comme ça et qui, là, pour lui, ça a été tellement difficile à gérer ou voire impossible que du coup, moi, je suis plus en phase avec ça, donc je ne peux plus côtoyer mon frère. Vous voyez, tout cet effet un peu boule de neige qui peut y avoir notamment face à des soucis à des faits d'héritage, de succession, toutes ces choses-là. Parfois, on ne sait jamais trop comment les gens vont réagir. Et effectivement, l'idée, c'est qu'est-ce qui me semble juste pour moi, comment j'ai envie de me positionner. Et surtout, ce qui est important, c'est notamment, ça me vient en vous parlant des successions, par exemple, les gens qui vont être ensuite dans une gestion, on va dire, qui au-delà d'avoir le deuil à gérer sur le plan émotionnel, ont aussi tout ce qui est administratif, justement dans les cas de succession, les choses comme ça. Souvent, ils n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas s'effondrer parce qu'il y a des choses à gérer, parce que on est aussi maman et qu'on doit tenir les enfants à bout de bras, parce que la vie continue, et voilà. Et donc, finalement, on ne s'autorise pas à prendre le temps de pouvoir vivre émotionnellement la pleine dimension du deuil qu'on est en train de vivre. On se dit, oui, mais là, de toute façon, je ne peux pas m'effondrer puisque il y a ça à faire, il y a l'enterrement à organiser, il y a à la maison les rendez-vous chez le notaire, les trucs, les machins, enfin, vous voyez. Et au final, noyé sous la gestion logistique administrative, c'est impossible de pouvoir s'arrêter. Et parce que si on le sait au fond de nous, que si on s'arrête, on va pas pouvoir être dans les temps pour gérer l'administratif. Donc en fait, on met l'émotionnel de côté. Et très souvent, ça ressort des mois, voire des années après. Pas forcément sur en plus un événement important. Donc l'idée, c'est que si effectivement on est dans une période où on sait qu'on n'a pas le choix parce qu'il y a plein de choses à gérer et que dans l'ordre des choses, c'est incompressible, on doit le faire maintenant, c'est d'avoir ça derrière un coin de l'oreille là et de se dire, ok, une fois que tout sera passé, je sais que ça sera important que je m'accorde du temps pour justement aller voir tous les paramètres du deuil, tout ce que ça vient représenter pour moi. Et s'autoriser à prendre ce temps-là, d'accord ? Sinon, on le met sous le tapis, c'est comme la poussière qu'on met sous le tapis, le jour où vous soulevez le tapis, paf, ça explose et ça déborde. Voilà, c'était important que je vous dise ça. Il y a aussi dans le contexte des deuils, des décès, le contexte dans lequel la personne est partie. Ça va représenter aussi un aspect du deuil hyper important. C'est-à-dire que si vous perdez quelqu'un de manière hyper soudaine, d'un accident, et qu'en plus c'est pas dans l'ordre des choses ou voilà, une maladie fulgurante ou des choses comme ça, on n'a pas le temps de se préparer. Comme si on nous coupe les jambes, quoi. Donc on va pas le gérer de la même façon que quand la personne a été malade pendant des années, qu'on a été aidant, qu'on a géré, que ce soit la personne malade ou bien les gens autour, les accompagnants, parce qu'en général dans les familles c'est rare qu'il y ait personne qui aide, enfin qu'on soit un à aider, ça peut arriver, mais voilà. Donc c'est tout ça. Est-ce que je suis ok avec tout le déroulé de l'accompagnement et du départ de la personne ? Est-ce que j'ai la sensation à un moment ou à un endroit donné de ne pas avoir fait ce que j'aurais voulu faire ou dit ce que j'aurais voulu dire, que ce soit dans le cadre des maladies par exemple, notamment face aux médecins ? Est-ce que je crois que les choses auraient été différentes si j'ai été intervenue, si j'avais insisté quand c'est des erreurs médicales pour avoir des examens en plus ? Enfin, vous voyez toute cette
tout ce contexte de départ qui va être différent. Pareil pour les accidents, les gens qui meurent de manière très soudaine et accidentelle souvent, soit des accidents de la route, soit ça peut être aussi sinon des maladies fulgurantes comme des infarctus. Voilà, de se dire, bah oui, mais peut-être qu'il y avait des signes avant que j'ai pas entendu, ou, vous voyez, on essaye de se refaire le film à l'inverse en essayant de se dire, mais qu'est-ce que j'ai raté, comment j'aurais pu l'éviter. Alors qu'en fait, vraiment, concrètement, très souvent, il n'y a rien qu'on aurait pu faire. Mais c'est important de se demander si je suis OK avec toute la manière dont j'ai agi à chaque étape, à chaque moment. Et si c'est pas le cas, que j'aille voir qu'est-ce que ça représente pour moi. Si je crois que j'aurais pu appeler le médecin avant, c'est est-ce que je crois vraiment que j'aurais pu éviter la mort. En final, ça va venir vous questionner aussi sur votre propre relation à la mort d'une manière générale. Voilà. Il n'y a rien d'autre qui me vient. Si j'oublie des choses, je vous en reparlerai après. Voilà. C'était surtout ces points-là. Le contexte, l'environnement. Et surtout ce que la personne... Ah oui, si, il y a quelque chose qui est important. Parce que c'était hier en rendez-vous. Par exemple, dans le cadre où vous accompagnez un parent qui est malade. Une maladie qui l'oblige du coup à avoir besoin de quelqu'un pour fonctionner. On est d'accord que dans la logique des choses et dans un monde idéal, ça serait aux parents de s'occuper des enfants. Bien évidemment, la population vieillissant, on sait de plus en plus qu'on va être amené très certainement à s'occuper de nos parents vieillissants. Certains choisissent de ne pas le faire, d'autres le font et parce que ça leur semble ok de le faire. Seulement, à bien prendre en compte que pour le coup, énergétiquement, on est dans une inversion de rôle. C'est-à-dire que si vous vous occupez de votre parent malade, ayez bien en tête que du coup, étant donné que vous êtes aidant, c'est comme si les rôles s'inversaient, votre maman devient l'enfant et vous devenez responsable de quelque chose que normalement vous n'auriez pas dû être responsable. Donc ça c'est important par rapport à la place que vous occupez, puisque finalement va y avoir le deuil effectivement, cette espèce de soulagement quand la personne part, parce que effectivement on l'a vu dans un état très critique et on le voit au travers de l'œil de l'aidant, vous voyez, de la personne qui médicalement prenait soin d'eux. Mais c'est important de prendre en compte aussi la petite fille qui s'est retrouvée à devoir endosser un rôle de maman envers sa propre maman, qui elle du coup est passée dans un rôle d'enfant dépendant. Vous voyez un petit peu là. Et donc replacez-vous bien en tant que oui mais je viens de perdre ma mère. Vous voyez, je n'étais pas qu'un aidant, j'étais aussi la fille. Et donc c'est toutes ces parts-là en fait qui ont besoin d'être vues et qui ont besoin d'être écoutées par rapport à un deuil. Votre vie, elle change quand c'est par rapport à la représentation qu'on fait de cette personne qu'on perd. Quand on perd un de nos parents, maman, papa, peu importe, étant donné que ce sont vraiment des repères primordiaux, vitaux dans notre construction, c'est important de se dire que le tsunami que va laisser leur départ va être énorme et de ne pas dire non mais de toute façon allez c'est bon, ça fait 1 an que j'ai perdu ma mère, il faut que j'aille de l'avant quoi. Non, c'est à dire que il n'y a pas de règle pour le deuil. Il y a effectivement des étapes, alors là je les ai pas en tête parce que c'est pas du tout mon genre d'aller lire des livres et des livres et des livres pour avoir la théorie en tête, mais si je dis pas de bêtises, il y a le déni, il y a la colère, le déni, l'acceptation et il doit y en avoir une autre, vous voyez, ça montre à quel point je suis impliquée dans ce que je vous explique. Mais parce qu'en fait, parfois on pense avoir procédé le deuil, mais finalement il n'y a pas de règle. En fait, je crois que c'est pour ça que je retiens pas les étapes du deuil, parce qu'il n'y a pas de règle. Par contre, c'est important de bien garder en mémoire qu'il peut y avoir du déni par rapport à ça, et notamment, comme je vous disais, quand on s'occupe de l'administratif, tout ça, et qu'on met l'émotionnel en second plan, on se dit non mais c'est bon, de toute façon moi je suis très ok avec le départ de ma mère, tout ça, tout est réglé, truc, machin, j'ai repris ma vie comme avant, ok. Et puis un jour, ça vous éclate au visage, parce qu'en fait, vous avez oublié que derrière,
vous venez de perdre, parce que très certainement ça vous semble trop souffrant, mais vous venez en fait de perdre quelque chose qui était vos fondations. Voyez. Et ça, que vous ayez des bonnes relations ou des mauvaises relations, il y a zéro jugement quand je dis ça, mais que vous ayez été proche de vos parents ou qu'il y avait une relation vraiment distante et de par des événements qui se seraient passés difficiles et où en fait on a été en colère longtemps vis-à-vis de ce parent, où on lui en veut, voilà, ça peut aussi créer des dégâts. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous n'aviez plus de contact avec un de vos parents que les dégâts ne vont pas être... Enfin, les dégâts. Les répercussions de la mort de cette personne vont être beaucoup plus petites. Pas du tout. Parce que il va y avoir justement tout ce... et j'ai pas pu finalement, ce sujet-là il n'a pas été clos, on n'a jamais pu en reparler, et du coup toute ma vie j'aurai des questions par rapport à ça, et de toute façon maintenant il est plus là, et c'est trop tard, et voilà. Et ça vient soulever tout ça en fait. C'est-à-dire tant que la personne est encore là, même si vous ne lui parlez plus, il y a quand même une possibilité peut-être qu'un jour les choses puissent s'arranger. Mais là, le fait que la personne soit physiquement maintenant absente et plus là, eh ben, cette phase de déni dans laquelle j'avais été en complaisance en me disant bah oui mais de toute façon c'est comme ça. Le déni fait qu'on nous fait croire que... Ça veut rien dire ce que je viens de vous dire, mais le déni fait qu'on croit que c'est ok et qu'on est très bien comme ça, mais parfois le fait qu'elle disparaisse peut vous faire remonter justement tout ce que le déni en fait est venu cacher. Donc c'est important d'avoir ça en tête aussi, parce que c'est aussi faire le deuil de ce parent qu'on aurait aimé avoir et qui en fait n'était que tel qu'il était. Enfin, vous voyez, c'est tout ça. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Peut-être que c'est un sujet, la mort, sur laquelle je reviendrai peut-être plus tard. Mais voilà, grosso modo, questionnez-vous toujours en fait avec qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, qu'est-ce que j'aurais aimé faire différemment, qu'est-ce que... Voilà. Et il y a un outil qui est hyper intéressant à ce moment-là d'utiliser, c'est les lettres. Je reviens toujours à ce même outil, mais en fait, il est hyper libérateur, l'outil des lettres, parce que même si la personne n'est plus là, dans l'énergie, dans les mots, c'est important de se libérer du poids de tout ça. Ça va forcément quelque part. Donc vous faites la lettre en vous adressant à la personne, et ensuite, une fois que vous avez bien... Vous l'écrivez pour vous, bien évidemment, alors quand la personne est décédée, forcément qu'on n'a plus cette attente que les choses changent puisqu'elle n'est plus là. Mais ça peut être très libérateur. De se dire que je lui écris tout ce que j'aurais aimé lui dire et que je me suis interdit de dire ou que j'étais pas en capacité de lui dire à ce moment-là. Et une fois que c'est fait, vous la brûlez et vous la mettez dans l'eau, vous la faites partir dans l'eau, dans l'évier ou dehors dans un petit ruisseau pour le remettre à la terre. Enfin, peu importe, vous faites comme vous voulez, votre petit rituel. Une bougie aussi, ça peut être chouette. Voilà. Je pense que pour la première partie des décès, on n'est pas trop mal, je pense. La seconde partie que je voulais aborder, c'est donc sur le plan relationnel. Sur le plan relationnel, donc à chaque fois que vous allez créer une relation avec quelqu'un, que ce soit sur le plan amical, amoureux, familial aussi, on peut le mettre dedans, hein, chaque personne, à titre individuel, va investir une partie de son énergie. Et en fait, le mélange de ça, de 1 plus 1, ça va créer une troisième énergie qu'on appelle l'énergie 3. C'est pour ça qu'on dit en spiritualité, dans le relationnel, 1 plus 1 égale 3. C'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3 parce qu'il y a cette troisième énergie qui se crée, qui en fait est le reflet de vos aspirations, ce que vous aimeriez construire avec l'autre, le reflet de vos traumas et de ce que vous avez envie de faire porter à l'autre de manière inconsciente, bien évidemment, ou consciente aussi. Et donc, quand une relation prend fin, on va passer par les mêmes phases de deuil. Et ça peut durer très longtemps aussi parce qu'en fait, on oublie ce qu'on a projeté sur l'autre, mais que l'autre n'avait pas demandé. Et donc, c'est cette énergie 3 en fait qui persiste, même si la personne est complètement sortie de votre vie. C'est faire la paix finalement et accepter que, je dis dans le relationnel amoureux par exemple, ça va être oui mais on avait parlé de se marier, et je dois faire le deuil du mariage que j'avais imaginé avec cette personne-là. Si on avait parlé d'enfants, je dois faire le deuil des enfants que j'avais envie d'avoir avec cette personne-là. Et pourquoi d'ailleurs j'avais envie d'avoir des enfants avec cette personne-là et pas une autre.
voyez. Et parce que même si l'autre en avait aussi envie, il se projetait probablement pas de la même façon puisque la relation a pris fin. Mais c'est important d'avoir conscience qu'on a aussi investi de nous-mêmes et que ce qu'on a investi de nous-mêmes, c'est forcément quelque part. Donc c'est cette énergie 3 qui persiste. Donc chaque deuil amical, et puis aussi dans ce qu'on a investi, c'est-à-dire... alors c'est important de reprendre ses responsabilités, je pense que ça j'en ai parlé dans un podcast précédent, mais de dire ok, on peut pas non plus... C'est important de regarder à quels endroits aussi on a projeté sans que l'autre nous ait demandé la reprise de responsabilité en fait. Je m'étalerai pas trop sur les raisons des ruptures, la tromperie, la trahison, sinon on ferait un remake de l'épisode sur les 5 blessures, mais c'est important de garder en tête qu'il y a des choses, de reconnaître qu'en fait on sait aussi peut-être projeter beaucoup plus que ce que l'autre nous montrait en termes de retour. Je vous conseille d'ailleurs par rapport à ça sur le relationnel, le dernier épisode de Chloé Bloom, l'avant-dernier pardon, sur les relations. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast parce qu'il était à mon sens hyper intéressant et elle parle de ça justement. Donc voilà, petit aparté. Mais c'est juste de garder en tête qu'à chaque fois qu'une relation s'arrête, de vraiment l'envisager comme un deuil. Comme un deuil avec ce même processus en vous questionnant qu'est-ce que cette personne représentait pour moi, pourquoi j'ai tant investi dans la relation, pourquoi je me sens déçue, à quels endroits je me suis sentie trahie et du coup à quels endroits je me suis trahie. Vous voyez, à chaque fois, quand quelque chose s'arrête, c'est aussi un endroit hyper porteur pour justement pouvoir faire un bilan et aller de l'avant, toujours en revenant à soi. Quel est le schéma répétitif que j'ai répété c'est pas toujours la faute de l'autre. Voilà. Donc l'idée c'est ça. Et au plus vite vous allez regarder quelle est votre part de responsabilité et quels sont les plans sur lesquels c'est venu vous challenger, au plus du coup le deuil va se faire de manière fluide. Pas forcément rapide parce qu'il y a certaines relations qui nous touchent beaucoup plus que d'autres et si vous avez besoin de 2 ans pour faire le deuil d'une relation, prenez 2 ans, c'est ok. Il n'y a pas de règle, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Bon, finalement, cette partie-là a été assez rapide, je crois, avoir pensé à vous dire tout ça. Et ensuite, on va enchaîner du coup sur la 3e partie, qui est la partie des morts symboliques, mais qui finalement prend la suite. Ça découle pour moi de la première et de la 2e partie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez eu une relation, vous avez vécu des choses, des événements chouettes, des événements peut-être un peu moins chouettes. Et ça veut dire que dès qu'il va y avoir des changements ou des traumas, des événements dans vos vies qui vont amener justement une fin de chapitre et forcément un nouveau chapitre, dites-vous bien que celle que vous étiez avant, à chaque fois que vous évoluez, c'est comme si vous deviez tourner la page sur une certaine nuance de vous-même. Parce que ça fait partie de votre histoire, mais étant donné que ça s'arrête, forcément vous allez devoir évoluer, grandir aussi, pourquoi pas. Je prenais l'exemple tout à l'heure du lycée, parce que j'ai une petite patiente là, trop mignonne l'autre jour, et elle m'a vraiment fait penser à ça, mais qui du coup est en terminale, et ça arrive souvent, je prends elle en exemple parce que c'était vraiment chouette l'échange qu'on a eu, mais il y en a beaucoup comme ça, peut-être même ça vous est arrivé à vous, c'est-à-dire d'arriver à la fin d'une époque et de vous dire ok, maintenant je fais quoi. Au lycée, on se retrouve depuis, ça fait 15 ans qu'on est dans un système scolaire où on avait un planning qui était bien défini avec des vacances, des gens qui prenaient soin de nous, des profs qui étaient là. On commence à prendre un peu d'autonomie, mais on vit encore chez papa et maman. Et puis là, on va passer vers la vie presque d'adulte, c'est-à-dire on va commencer à avoir un appartement. Il va falloir que je commence à me faire à manger tout seul, faire les lessives, faire le ménage, que je commence à devenir autonome, indépendant. Et il y en a qui ça fait peur, ça, parce que ils se sentent peut-être pas assez armés, avoir assez de ressources, ils ont besoin de plus de sécurité pour pouvoir le faire, et il y en a d'autres, ça va couler de source et il n'y aura aucun problème par rapport à ça.
Mais voilà, il y en a qui vont avoir la nostalgie de dire, ben voilà, c'est fini. Et donc, ben, c'est important de savoir accueillir ça et de savoir dire au revoir à celle qu'on était quand on était lycéenne, quand on était collégienne, parce que c'est peut-être des années qu'on a adorées et que on a du mal à imaginer qu'il puisse y avoir de nouveau quelque chose qui sera aussi confortable, où on se sentira aussi bien, enfin voilà. Et donc, ben, un peu par le même processus que ce que je vous expliquais dans l'épisode sur les parts blessées, d'être dans la reconnaissance de ça. Moi, vous voyez, je viens de faire 30 ans, donc j'ai eu mon bac il y a presque 15 ans maintenant, ça me rajeunit pas. Et il y a l'année dernière, en triant mon dressing parce que j'ai déménagé, parce que j'ai fait beaucoup de tri dans ma maison, je me suis rendu compte qu'à 30 ans, j'avais encore des vêtements que j'avais au lycée. Et je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas ok du tout. C'est pas, tu peux pas. Et à ce moment-là, en plus, c'était une période de ma vie où ce qui me faisait souffrir, c'était de ne pas vibrer la femme, de vibrer la jeune fille. Et j'aspirais beaucoup à être une femme et je n'arrivais pas à me sentir femme en moi. Et en fait, ce jour-là, quand j'ai trié mon dressing, je me suis dit, mais MC, quand même, tu peux pas aspirer à vibrer la femme si tu as encore des vêtements d'il y a 10 ans en arrière dans ton placard. Tu n'es absolument plus la même aujourd'hui que celle que tu étais il y a 10 ans en arrière. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choses, symboliquement, moi, ça me fait rire maintenant quand je le vois. Mais en fait, symboliquement et dans l'énergie, c'était énorme. Donc, vous voyez, et parce que finalement, même chez mes parents, il y avait encore tous mes cours de collège, de lycée, j'avais encore mes épreuves de bac. Mais en fait, qui réellement à 30 ou 40 ans relit les sujets de bac? Je pense que quand même on devient parent, c'est pas du tout les mêmes sujets, quoi. Donc, vous voyez, en fait, pourquoi garder ça? Quelque part, on fait stagner, on s'empêche dans l'énergie de passer à quelque chose d'autre. Et je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point finalement j'en avais envie, mais aussi à quel point j'étais dans l'auto-sabotage par rapport à ça parce que ça me faisait flipper. Et l'idée, c'est pourquoi j'ai peur, pourquoi finalement je dis que j'ai envie d'eux, mais finalement, quand je regarde avec beaucoup d'authenticité, je me rends bien compte que non, je suis pas prête. Et donc, si je suis pas prête, c'est que je veux pas clôturer et faire le deuil de ma version A d'il y a tant d'années, parce que je ne sais pas vers quoi je vais aller à l'avenir. Et ça, c'est important de le reconnaître aussi. Donc toutes ces phases de vie, bon, il y a des phases de vie que j'ai pas vécues, la retraite, le fait que mon enfant parte de la maison, je l'ai pas vécu, ma fille n'a que 6 ans, mais je le vois, je vois ce qui se joue, c'est-à-dire qu'il y a tellement de parts chez nous qui vont venir trouver un équilibre et du réconfort en s'occupant, en étant maman, en s'occupant de quelqu'un, d'un petit être à qui on transmet tout, quand les enfants n'ont plus besoin de nous, en fait, étant donné que toutes ces années, on a été dans le déni de ce que ça venait prendre soin chez nous d'être maman, bah, le jour où les enfants partent, en fait, si vous n'avez pas pris conscience que vous vous êtes investi parce que derrière vous cherchiez à prendre soin d'une part de vous, bah, en fait, ça vous explose au nez. Et vous avez l'impression que votre vie n'a plus aucun sens. Donc, c'est là aussi une forme de mort symbolique. Je fais le deuil de... Je reste une maman, je resterai une maman pour toujours, mais plus la maman qui a changé des couches, a appris aux enfants l'alphabet, à compter, puis ensuite qui les a épaulés pour leur première déception amoureuse, enfin voilà. Donc c'est accepter aussi que notre part maman ou notre part professionnelle, ou vous voyez les gens qui se retrouvent licenciés du jour au lendemain et qui ont passé 15 ans dans une boîte, qui ont grandi avec cette entreprise, c'est pareil, c'est faire le deuil de l'entreprise, de la période dans laquelle j'ai travaillé à cet endroit-là, qui m'a beaucoup fait vibrer, qui m'a beaucoup fait grandir. Et, et aujourd'hui, c'est pas dépendant de ma volonté, mais excusez-moi, je suis bien obligée de tirer un trait sur toute cette période de ma vie, en fait. Donc toutes ces périodes de... toutes ces... des morts symboliques, des deuils, on en vit constamment. Et c'est important de l'envisager comme ça parce que, à mon sens, c'est essentiel pour pouvoir écrire quelque chose de nouveau, de dire au revoir à ce qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Et là où on s'épuise, c'est quand on essaye de... c'est quand on met de la résistance à ce changement, où en fait, on aimerait que les choses ne soient pas terminées. Mais c'est, je crois, que la vie, d'une manière générale, ou l'univers, appelez-le comme vous voulez, sait très bien
il y a des cycles dans nos vies, on a des cycles perpétuels, on parle de cycles de 9 ans. Je crois que la vie, c'est très bien où est-ce qu'elle nous amène, et quand les choses doivent prendre fin, ça c'est le genre de phrase qu'on n'a pas envie d'entendre dans ces moments où on s'accroche comme des moules à notre rocher, à une relation ou peu importe, où en fait, si ça prend fin maintenant, c'est déjà qu'on est prêt à le vivre, qu'on est prêt à l'accueillir et qu'on est surtout prêt en fait à vivre autre chose, sauf on croit pas, on n'y croit pas. On croit pas qu'on va être capable de réussir à vivre sans notre maman ou sans notre papa, ou quand on perd des enfants, en fait, bien évidemment qu'on n'a pas envie d'envisager qu'on puisse être heureux de nouveau dans notre vie quand on a perdu un enfant. Enfin, ça semble juste impossible. Mais force est de constater que si ça arrive, c'est qu'on a les ressources pour, et je crois qu'on a aussi juste besoin de quelqu'un qui va savoir accueillir et dire que déjà c'est ok de s'écrouler, de s'effondrer. Ça, je crois que c'est la première étape la plus importante. La deuxième, c'est aussi ok d'accepter qu'on a le droit de pas être d'accord avec ce qui se passe. La blessure d'injustice, à ce moment-là, elle peut être très forte. Et c'est normal aussi. Et après, c'est aussi normal d'avoir besoin de temps. C'est aussi normal d'avoir du mal à le faire, d'avoir du mal à avancer. Et surtout, s'il vous plaît, ne vous dites pas que les choses... Essayez de vous rappeler que de toute façon, les choses ne seront jamais plus comme avant. C'est-à-dire que celles que vous étiez avant cette épreuve, avant que vous perdiez un proche, avant que vous perdiez votre travail dans lequel vous étiez pendant 20 ans, celle que vous étiez avant même d'avoir vos enfants, toutes ces versions-là de vous, elles n'existent plus. À mon sens, c'est pas possible que les choses, elles redeviennent jamais comme avant. Parce qu'à chaque fois, dites-vous que vous êtes en perpétuelle évolution. Et donc, ça va changer, ça va peut-être se rapprocher de ce que vous étiez avant, mais ça ne sera jamais plus comme avant. Et de se persuader que les choses pourront un jour redevenir comme elles étaient, pour moi, c'est être en résistance justement par rapport à ce qui est en train de se passer. Voilà, donc beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance dans ces moments-là. C'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être triste, c'est normal d'en vouloir au monde entier, c'est normal de tout. Juste, aussi effrayant que ça puisse paraître, prenez le temps d'accueillir ça et de ressentir ça. Et ensuite, dans un second temps, passez sur l'analyse de ce que ça représente pour vous, les peurs qu'il y a derrière, peu importe. Vous voyez, chaque chose en son temps. Et ça, c'est hyper important. Voilà, donc les outils, les lettres dont je vous ai parlé, les bougies pour les défunts, ça marche super bien. Ah mince, comment ça s'appelle? Mon amie Anne Fleur, elle fait ça. Bon, je sais plus, le mot m'échappe, ça veut dire qu'il faut pas que je vous en parle. Ou sinon après... Ah oui, les lettres. Les lettres, pardon, c'est hyper important, j'ai oublié de vous le dire. Les lettres, pour la troisième partie, là, ce dont je viens de vous parler, les morts symboliques. Et je vous parlais de la période où justement je me suis rendu compte que j'avais toutes mes affaires de lycée, tout ça. Je crois que je me suis jamais écrit autant de lettres à moi-même à ce moment-là. Parce qu'en fait, j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment que C'était important que si je voulais être si je voulais avancer vers ce que je voulais être, ce à quoi j'aspirais être, il fallait que je dise au revoir à celle que j'étais. Et donc, je me suis écrit beaucoup de lettres à celle que j'étais au lycée. J'ai retrouvé notamment des journaux intimes de quand j'étais de cette période-là. Et en la lisant, je retrouvais les souffrances que j'avais aujourd'hui. Et en fait, je me suis écrit des lettres à moi, à mon moi de quand j'étais au lycée, à mon moi en reconnaissant que de toute façon j'avais fait du mieux que je pouvais, qu'elle avait fait du mieux qu'elle pouvait, qu'aujourd'hui j'avais avancé, que j'avais la volonté de pouvoir aller vers ce à quoi elle aspirait, et que j'avais toutes les cartes en main. Et les lettres, c'est pas que pour les personnes autour de vous. Vous pouvez vous écrire à vous des lettres constamment, ou être dans la reconnaissance, faire des dialogues à l'intérieur avec vous, avec la petite fille que vous étiez au collège, la petite fille qui était hyper amoureuse d'un tel et qui a hyper mal vécu la rupture amoureuse, et qui du coup aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas fait le deuil, n'arrive pas à se replonger dans une relation saine et qui dure et tout ça. Enfin, vous voyez, en fait, des lettres, on peut en faire des tonnes. Et surtout à soi-même. Et c'est très libérateur. Ça, je vous le conseille beaucoup. Voilà. Écoutez, je pense que ça a fait quand même un bel épisode. Si jamais j'ai oublié des choses, n'hésitez surtout pas à venir m'écrire soit des commentaires dans le podcast, soit sur Instagram,
Marie-Catherine Ostéopathe Énergie sur Instagram. Si ça vous a été utile, vous pouvez partager l'épisode à vos proches, à votre entourage, aux gens que vous connaissez. Ça sera super chouette, ça me fera très plaisir de savoir que ce que je vous partage peut être utile. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour un 8e épisode d'ici 15 jours. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.